Je crois qu'il est temps de parler du choix de s'adresser. C'est un thème sartrien qui est assez connu dans l'existentialisme, une sorte une décision avant décision en fait. On calcule, avant le calcul, avant le cogiter, on est toujours déjà d'avance décidé sur quelque chose. C'est un terme heideggerien aussi, en fait, quand il analyse Dasein dans ces conditions de Dasman, donc un certain anonymat. Mais ce que je voulais dire tout court, en fait, il est vain de discourir ou de cogiter, par exemple, sur la bénédiction, bénédire dans le meilleur des cas, dans un endroit où il n'y a pas d'appel de bénédiction. Mais il faut que j'avoue qu'il y a quelques instants, j'étais dans un endroit encore pire, encore. Donc, j'ai une laps de temps. Dès que j'ai une laps de temps, je me branche sur la bénédiction, ou bien attente de bénédiction quand même. Les gens, ils s'adressent à quelqu'un ou à quelque chose, à une institution, à une structure, à la recherche de bénédire, bénédiction au sens large du terme, non pas seulement religieux, mais ce que nous analyserons, ça concerne énormément la religion, mais aussi toutes les institutions et des instances attitrées ou des titres, des personnes attitrées, soit religieux, soit quelques autorités, quoi que ce soit. Il s'agit d'un rapport de demandeur et d'offre. Mais il faut voir ça de près parce que certains, dans les meilleurs, je crois, les meilleurs sujets, ils disent que nous n'offrons rien. Mais il n'y a que des demandeurs, il n'y a pas d'offres, il n'y a que des demandes. Ça, c'est très intelligent comme piste à analyser, mais il y a, par exemple, dans le secteur des services, il y a des offres, et puis des demandeurs. Ils prétendent qu'il y a des offres à la mesure des demandeurs. Il y a qui défendent l'idée que alors la demande, ce que vous appelez demande, est déjà d'avance déterminé par ce que vous offrez. Voilà, donc d'une part, le commerce en tout genre, le commerce des idées, le commerce des biens au sens large est en question, mais tout rapport concret doit être analysé dans même catégorie de relations, n'est-ce pas? Dire que action réciproque, ça va, c'est très large, c'est très stellaire. C'est même faux peut-être pour les astres, action réciproque, parce qu'il y a de gros astres et petites corps célestes, par exemple. Donc, il n'y a pas véritablement une interactivité, interaction ou action réciproque. Il n'y a pas de réciprocité. Voilà ce que je voulais dire. Il n'y a qu'un rapport irréversible. Voilà. Ben, j'ai remarqué qu'en fait, en m'écoutant de l'extérieur, avec une oreille extérieure, n'est-ce pas? C'est la magie de s'entendre parler. Et toutes les médiations d'enregistrement, ça peut nous aider, mais nous sommes constitués déjà pour que nous entendions parler, c'est-à-dire nous sachions et nous entendons ce que nous disons. J'espère que nous le savons.
Ben, c'est pas toujours le cas, c'est pas quelque chose trop mal en tout cas. C'est pouvoir parler déjà, c'est quelque chose. Pouvoir entendre et s'entendre, entendre autrui, c'est un autre problème. Et les deux ensemble, ça fait un double problème, etc. Bon, il y a des gens, il y aura toujours des gens incultes, insuffisamment éduqués, je dirais. On peut multiplier les adjectifs, mais ils entendront toujours mal, toujours mal. Par exemple, le mot bénédiction, n'est-ce pas? C'est toujours ouvert aux mésententes. Parce que c'est une appellation à peu près contrôlée, devenue contrôlée, mais son histoire ne serait aucune des mots ne se résume à leur petite généalogie. Parce que nous ne maîtrisons pas tout à fait la généalogie des mots, justement, en fait, du langage dans son entier. Bon, on peut élargir le problème, mais il y a des gens tout simplement incultes, ou bien cultivés, mais pas suffisamment, et ils se promènent dans le monde des idées avec un bagage et une expérience et un exercice insuffisant, disons. C'est déjà grave comme accusation, mais il faut s'auto-accuser, accusatif, datif, c'est encore de la grammaire, c'est-à-dire notre chorégraphie grammaticale dans laquelle nous nous mouvons. Et il y aura toujours des topoïs qui seraient dans un point sourd, comme on parle d'une chambre isolée ou sourde, etc. Vous avez déjà bien compris, ça concerne les topoïs, les topos qu'on occupe. Entre parenthèses, je dirais que c'est à prouver encore. Socrate, il était philosophe. Autant qu'il est philosophe, il était l'un de ces atropos, l'un de ces, si ce n'est pas le seul, qui n'a pas une place. Même s'il a une place, il ne parle pas dans son dernier mot, en tout cas, à partir du topos qu'il occupe dans le site. Donc, le problème, véritable problème dans notre langage ou dans ce jeu de langage, disons, pour amollir la gravité de la chose, eh bien, bon, je suis arrêté imprudemment par quelqu'un qui n'est pas seulement inculte, mais qui cette, disons, torpeur qui était Socrate et généralisait toutes les topoïs, non pas bien pensants, mais bien gagnants des sociétés modernes, devenues des torpeurs. Les topoïs, on peut les appeler aujourd'hui, auparavant aussi, des torpeurs. C'est-à-dire, ils nous dérangent. Ils sont bien rangés et pour déranger les autres. Justement, parce qu'aucun topoï n'est stable et il essaie de garder artificiellement. Ce sont des stratégies de guerre. Donc, non pas argumentation, non pas démonstration, non pas du tout réfutation. Ils sont, disons, laissés. C'est un mot juridique, mais ils sont sentimentalement laissés ou blessés par certains mots de logique, parfois, pour
le topos selon le topos qu'ils occupent, ils sont blessés par certains mots, soit théologiques, d'origine théologique, etc. Il y a, enfin, dans leur, disons, clôture, chaque système de pensée, les systèmes de métaphysique a des clôtures, parce qu'ils sont des systèmes, et normalement, une pensée véritablement qui sera un système devrait extrêmement englobant et, disons, autant qu'il fait partie et qui dépasse l'histoire même de la pensée, et il sera à la fois à l'intérieur de cette histoire et à la fois à l'extérieur. On pense toujours, enfin, les grands philosophes, comme exemple, Kant, Hegel, par exemple, pourquoi pas Socrate, platonisme, chacun des grands systèmes, et comme ça, à l'intérieur de leur grécité, de leur germanicité, etc., et à la fois à l'extérieur. Voilà, eux, parce qu'ils sont en mouvance, qu'ils pensent, etc. C'est déjà, enfin, j'ai prolongé, c'est très utile, mais j'accusais simplement les gens qui vont me mésentendre, et je les prévois, et je le combat d'avance, avant d'entrer dans le sujet sans contenu. Je parle très formellement des topoïs, des lignes de démarcation, des systèmes, des ensembles, de leur extérieur, de leur autre constitué. C'est à partir d'une altérité, une X, souvent exorcisée ou justement expulsés, discriminés, qu'ils, elles, solidifient leur petite cocoon de la pensée, de leur petite maison, pour ne pas dire hutte, etc. Avec une hutte, heideggerien, effectivement, on a fait la philosophie la plus profonde, c'est une autre stratégie. Et il y a des cavernes, des huttes, des châteaux en cristaux, et il y a des pensées nomades sans domicile fixe. Et j'aimerais bien être de ces derniers qui aura joué toujours avec les limites, avec les frontières. Chaque fois que je dis frontières, je pense effectivement Jean Genet, passage de frontières entre Pologne et l'Allemagne, de l'Allemagne à Pologne ou de la France vers l'Allemagne, c'est-à-dire dans un ensemble pas trop différencié, un passage en nature très spontané, mais en juré, je dirais, en droit, extrêmement difficile. Et Jean Genet ajoute quelque chose, n'est-ce pas, même à l'impossibilité d'ériger, dresser des frontières artificielles, étatiques, dans cette impossibilité physique, contre la physique, contre les lois physiques, alors que l'homme utilise encore les éléments de la nature qui sont des arbres, des maquis, des buissons compliqués, difficiles à franchir,
au lieu de frontières en béton, en fil barbelé, etc. Mais pourquoi l'homme n'arrive pas à franchir les buissons? Parce que, tout simplement, derrière les buissons, on dit qu'il y a une communauté de paysans en dehors de l'agriculture et de l'élevage. Ils gagnent leur vie justement en chassant ces gens qui franchiront, ces gens déclarés illégaux, donc au nom d'une justice qu'ils ne connaissent pas très bien, les paysans se donnent donc la tâche de faire la chasse aux hommes. Même si ces hommes sont des gens déclarés illégaux, alors faire la chasse sans être gardien, etc. Nous le connaissons dans notre pays, on les appelle, enfin, ils sont bien salariés, ces paysans, des villageois, bien qu'ils ne sont pas soldats, ils ne font pas partie du corps militaire, mais comme supplément ou annexe ou substitut, ils sont salariés pour cette tâche. On les appelle bizarrement avec une turque parfaitement intelligible qui n'a pas une histoire, c'est-à-dire qui ne fait pas partie de corporations, des segments et composant d'une organisation régulière de l'armée. Donc, il n'y a pas de mot, on utilise un mot simple, turc, korucu. Korucu, c'est littéralement, c'est gardien. Gardien, mais gardien, c'est un statut, soit dans les prisons, soit on dit sentinelle dans le militaire, etc. Bon, il y a des gens donc... Moi, parfois, dans la vie civile, et non pas pendant la guerre, je l'appelle ces gens-là des portiers. En pensant ce film, quand même, porteur de nuit, ce film célèbre. Donc, portier, mais... En turc, on dit portier, mais en français, il faut le traduire comment? Encore gardien des immeubles bourgeois. Justement, à ce niveau-là, il y a des gens qui se font volontiers gardiens des immeubles bourgeois ou de l'État bourgeois ou de leur milieu bourgeois, de leur milieu intellectuel et bourgeois. Bourgeois, il faut prononcer comme ça parce que leur cercle, on les appelle bourgade, petite bourgade. Donc, c'est pas tout à fait, ils ne sont pas tout à fait métropolitains, ils ne sont pas tout à fait cosmopolites, ils ne sont pas suffisamment babélisés en langue, en pensée, en mots, en appareillage d'argumentation, en sophistique, en rhétorique, mal armés. Donc, je disais suffisant, insuffisant, mais maintenant, je déclare mal armés, parce que tout ce dispositif compliqué, et ça fait partie de la culture, justement. Donc, un culte, ça veut dire mal armé, parce qu'il s'agit d'une guerre. Voilà. Je vous avais promis de parler de bénédiction, bénédire, mais j'ouvre un dossier énorme avec le terme de combattants, défenseurs, de petites bourgades, de petits domaines, de fiefs de la pensée. Waouh! Quel confort! Avoir son fief ou avoir l'impression de faire partie d'une fief de la pensée. Oh
oh là là, des systèmes de pensée, on est tombé jusqu'au degré de fief. Donc, ma métaphore de porteur porte justement sur ce fief qui se résume à des maisons d'édition, à certaines universités, soit publiques, soit privées, qu'on appelle ici fondations, donc supportées par la fondation, soi-disant privée, mais complètement contrôlée. Si ce n'est pas par l'État central, par la périphérie de la bureaucratie faite pour ça. Donc, pour gagner leur denrée, il y a des classes de fonctionnaires qui gagnent leur denrée, comme les gens qui ramassaient des impôts, n'est-ce pas? Eux aussi, ils gagnent leur denrée sur les activités civiques, civiles, non gouvernementales, et parfois commerciales, et parfois complètement privées, des cercles privés, c'est-à-dire comme les milieux d'édition qui passent entre l'auteur et lecteur. Comme il s'agit d'une affaire, un certain commerce, là, effectivement, on peut comprendre qu'il y a des impôts à payer, à s'acquitter sur les intérêts. Et ça devrait être sans plus. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de censure. Mais on ne parle pas de censure, on parle de discrimination. Sans aller jusqu'à exclusion. Mais tout ça, justement, peut être amélioré par le milieu, justement, de la publication, d'édition. Ce sont des sujets à penser, des choses à élaborer, des analyses qui nous attendent. Donc, c'est la chose publique également à éclaircir dans la chose publique qui est actuellement, non pas agora, place publique, malheureusement, désertée, mais les pages blanches, les écrans blancs des moniteurs, des claviers, etc. Je m'arrête pour l'instant.